Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre dans votre émission Sentier de vocation. Dans le vaste champ de la mission, Dieu appelle chacun selon son dessein d'amour. Certains pour la prière silencieuse, d'autres pour l'annonce directe de l'Évangile et d'autres encore pour servir le royaume dans l'humilité du quotidien, les mains à l'ouvrage et le cœur donné. Bien chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, aujourd'hui, Sentier de vocation nous ouvre à un chemin de consécration peu connu, mais d'une richesse inestimable. Membre de la Société de Saint-François de Sales, il a répondu à l'appel de Dieu, non comme un prêtre, mais comme un frère, témoin du Christ, serviteur au cœur du monde de l'éducation et de la jeunesse. Ensemble avec vous, découvrons une autre manière d'être signe et présence de Dieu, là où la vie bat, là où les jeunes espèrent, là où l'évangile s'incarne dans les gestes simples et concrets du quotidien. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Frères et sœurs en Christ, nous avons donc la joie d'accueillir sur ce plateau le frère Auguste Cambiré, qui est salésien de Don Bosco et coordonnateur de la pastorale universitaire à l'Institut supérieur Don Bosco de Lomé. Frère, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Christian, pour l'invitation. C'est une joie pour moi d'être dans les locaux et sur le studio de SMA TV. Merci pour l'invitation et l'honneur qui m'est fait. Je vous en prie. Alors, frère Auguste, nous allons parler de votre parcours vocationnel. Mais pour commencer, avant d'être religieux, qui étiez-vous? Un homme normal. Ok, merci bien pour la question. Bon, je suis, si je peux donner le nom complet, Marc Auguste Cambiré, ivoirien. Je suis de la région de, je pourrais dire, anciennement appelée Zanzan, qui est aujourd'hui district, voilà, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis du diocèse de Bondoukou et je suis né dans une ville, j'ai grandi jusqu'au bac appelé Tanda. Et je suis ici d'une fratrie de 10 enfants, je suis le 9e. Et famille chrétienne, profondément chrétienne. Donc j'ai appris le catéchisme déjà dans la famille. Et j'ai aussi la chance d'avoir un des grands frères qui est prêtre du diocèse. Voilà. Donc, étant déjà petit enfant, je m'amusais, je dirais peut-être comme plusieurs enfants, hein, à faire le prêtre. Voilà, à faire des célébrations à la maison. Et puis, tout en grandissant à l'adolescence, j'ai intégré la chorale en paroisse. Et quelques années après, le renouveau charismatique qui m'a beaucoup forgé. Et en termes de disponibilité, en termes de service et en termes d'une spiritualité un peu plus forte, d'une relation un peu plus forte avec le Seigneur. Et c'est chemin faisant que j'ai ressenti le besoin d'être prêtre. Je le dis comme cela au début, parce que je suis dans un diocèse où il n'y avait pas de congrégation masculine. Donc tout garçon qui aspirait à se consacrer au Seigneur, c'était pour entrer au diocèse. Et c'était en 2002, j'étais en classe de seconde. Et lorsque j'ai approché une sœur de Notre-Dame des Apôtres, voilà, c'est ça, les cousines de SMA. Oui. Voilà, voilà, c'est cette congrégation-là que moi j'ai vue quand j'étais né à Tanda. Et donc, c'est une des sœurs françaises, Marie-Claude Soyer, qui doit être très vieille maintenant à Lyon. Et j'étais beaucoup attaché à cette sœur. Et c'est à elle que j'ai dit pour la première fois que je voudrais être prêtre. Et elle m'a dit, ok, va parler avec le curé.
Et je suis allé parler, j'ai intégré le groupe vocationnel. Voilà, c'est comme ça, chemin faisant, que j'ai grandi. Et puis, la question de la vocation s'est explicitée après. Alors. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ben, vous avez répondu, mais quelles ont été les premières étapes de votre discernement? Voilà, ok. Donc, comme je l'ai dit, c'était en 2002, en tout cas, c'était tout feu, tout flamme. J'étais prêt même à laisser les études pour, je dirais, quand je dis études, dans le sens de dire la question, la, la formation scolaire, non? Oui. Si on me demandait de rentrer au séminaire, j'étais prêt à laisser entrer en seconde, quoi. Mais à notre temps, dans le diocèse, il fallait avoir le niveau terminal. Terminal, pas le bac, mais le niveau terminal en minimum. Et puis passer le test d'entrée au séminaire. Voilà. Donc, mais en seconde, c'était vraiment tout feu, tout flamme. Voilà. Et il y a eu les ordinations sacerdotales pour la première fois dans notre ville à Tanda. Et comme je l'ai dit, le chef-lieu du diocèse est Bondoku, qui est à 50 km de Tanda. Voilà. Et c'est là-bas qu'il y avait toujours à la cathédrale les ordinations. Et en 2002, ils ont décidé de faire les ordinations à Tanda et nous, on a assisté pour la première fois et boum, ça fait un boum. Et donc, quand j'ai intégré le groupe vocationnel, il fallait, chemin faisant, chercher à connaître un peu, imaginer un peu, réfléchir un peu sur cette vocation-là. Entre-temps, le grand frère dont j'ai dit qu'il est prêtre était déjà au séminaire. Voilà. Et donc, quand j'ai intégré en première, c'était en pleine année, non, de 2002. Donc, en 2003, quand j'étais en première, c'était vraiment une année complète. Et la flamme a commencé à baisser un peu. Je le dis ainsi, jusqu'en 2004, année du baccalauréat, où je décide de ne pas me présenter au test. Et le test se faisait même avant la composition du bac. Ok. Et l'aumônier d'alors, c'est-à-dire le chargé de vocation d'alors, qui était un prêtre aujourd'hui évêque du diocèse de d'Odiéné du moins, en Côte d'Ivoire au nord, Monseigneur Alain Amiezi, que je salue fraternellement et franchement, à qui j'ai une très grande admiration, m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas présenter le test? J'ai dit non. Après réflexion, une petite expérience, je me rends compte que je veux être encore un peu plus utile quand je serai prêtre dans mon diocèse. Plus utile dans quel sens? Parce que je voyais que dans notre zone, les deux activités principales étaient l'agriculture et le commerce. Voilà. Dans le commerce, beaucoup plus avec les femmes et autres. Je me dis, mais pourquoi si j'étudie un peu le commerce, peut-être que je serai encore plus utile, non? Oui. C'est comme cela. Et donc, je voudrais aller poursuivre les études après le bac et puis rentrer. Elle a dit, ok, c'est bon. Et j'en ai parlé au curé d'alors et au directeur spirituel et un Italien qui n'était pas trop chaud parce qu'il y a eu des gens qui ont présenté cette raison et à la fin, les études les ont mangées, ils ont mangé la vocation, ils ne sont plus retournés. Ouais, j'ai dit, je vais essayer et c'est comme cela. Donc, je n'ai plus présenté les tests et fort heureusement, le baccalauréat a marché et j'ai continué les études. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai été un peu dévié de la vocation du Césaire et je suis rentré dans la vie religieuse. Bon, je ne sais pas si je vais continuer ou bien j'attends. Bon, c'est très, très, très intéressant votre histoire. Déjà, le début, ça accroche. À peu près dans le diocèse, il n'y avait pas de congrégation masculine. Non. Vous vous confiez à une religieuse de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres. Effectivement. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes salésien Don Bosco. Donc, on a envie de savoir comment finalement ça s'est passé jusqu'à ce que vous ne rencontrez les salésiens. Ok. D'accord, merci bien. Donc, comme je l'ai dit, après le bac, je suis allé maintenant à la capitale Abidjan pour m'inscrire en vue des études de commerce. Donc, je me suis inscrit dans une grande école. Et l'un de mes grands frères qui était déjà dans une grande école qui faisait la communication m'a dit pourquoi je ne fais pas la communication. Je me rappelle bien, j'ai crié sur lui parce que j'avais horreur de ces métiers-là. Puisque je voyais la communication, la presse écrite, j'ai dit mais ça ne nourrit pas son homme. Et j'ai dit non, moi je vais faire le commerce. Donc il y avait la filière gestion commerciale. J'étais vraiment focus là-dessus. Et donc je me suis inscrit et j'étais sur une paroisse toujours à Abidjan, une paroisse diocésaine. Voilà. Je me suis inscrit dans le groupe vocationnel là-bas pour continuer. Et c'est à la fin de l'année, la première année, c'est-à-dire 2005, et j'ai commencé à sentir quelque chose, un besoin de rentrer dans une vie religieuse. Mais j'avoue que je ne connaissais rien. C'est-à-dire que je n'avais aucune différence, je ne faisais aucune différence entre vie religieuse et vie diocésaine. Pour moi, prêtre, c'est prêtre et autres. Mais je sentais ce besoin-là comme cela, sans pouvoir expliquer cela.
Et quand je suis rentré pour les vacances, le curé était là, et le prêtre italien qui est retourné chez lui. Donc, je suis allé le voir pour une sorte de compte rendu, non? Mais vu qu'il était un peu réticent pour que je rentre après, il a fait les études en vue de rentrer, donc je n'ai pas osé dire cela, ce que je ressentais. Parce que pour moi, dans ma logique, peut-être il allait prendre ça comme peut-être une sorte de traîtrise. C'est comme cela que je concevais. Donc, j'avais une peur. Et quand il a fini de présenter, j'ai dit, bon, il y a eu l'école, les 2 semestres sont bien déroulés. Au niveau de la paroisse, j'étais engagé dans une chorale encore, et puis groupe vocationnel, tout et tout. En tout cas, tout s'est bien passé. Et quand il prend la parole, il me dit, mais Marc Auguste, moi je te vois mieux dans une congrégation religieuse qu'au diocèse. J'ai tombé de nuit. C'est comme cela. Et j'ai soupiré et j'ai dit, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas de congrégation religieuse. S'il pouvait me conseiller une congrégation, il m'a dit effectivement, il y a une congrégation, les Salésiens de Don Bosco. Est-ce que j'en ai entendu parler? J'ai dit non. Entre-temps, il y avait un fils de Tanda qui était déjà dedans. Mais lui, il est rentré à Korogo. Donc, je connaissais ses petits frères. En tout cas, le dernier des petits frères et la petite sœur, parce que nous sommes de la même génération. Mais lui, je ne le connaissais pas, il était l'aîné. Donc, lui, c'est à Korogo qu'il est rentré, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, je n'avais pas eu le temps de le connaître. Voilà. Donc, quand il me l'a dit, j'ai dit, OK, sans problème, il n'y a pas de mauvaise congrégation. Quand je retourne pour la 2e année du BTS, je vais aller frapper à la porte. Je vais essayer, si ça marche. Si ça ne marche pas aussi, je vais voir, je vais continuer. C'était ça la réponse. Et donc, je suis retourné. Et quand je suis retourné, j'ai pris contact. En temps, il m'avait donné le numéro d'un des Salésiens, malheureusement qui est décédé après, par accident. Mais quand je suis arrivé, il n'était pas là. J'avais trouvé le premier Salésien que je pourrais dire j'ai rencontré de ma vie. Il était stagiaire à l'époque. C'est l'actuel directeur académique de l'Institut supérieur Don Bosco, le père Didier Clou. Oui. Il était stagiaire à l'époque et je lui ai fait un clin d'œil. Et c'est lui qui m'a accueilli. Et je me dis que c'est un accueil qui m'a donné vraiment du chaud. Parce que si c'était peut-être l'accueil était froid, peut-être que je me serais découragé au premier abord. Et de là, on commençait les premiers contacts avec les Salésiens. Et chemin faisant, donc j'étais en 2e année de BTS, j'ai appelé la sœur Marie-Claude Soyer, la NDA, qui était au Liban. Et dans le temps, pauvre étudiant que je suis, parce que l'appel international était excessivement cher. D'abord, national, c'est cher. International, c'est encore grave. Donc, je suis allé dans une cabine où on faisait les appels internationaux. Et après avoir cotisé mes petites pièces, et j'ai dit non, il faut que je l'appelle pour lui dire, non? Allô, oui, ma soeur, oui, bonjour. Oui, Marc Auguste, la communication, c'est cher, le téléphone est cher. Ça va bien, oui. Moi, je vais aller droit au but. S'il te plaît, tu connais les Salésiens de Don Bosco? Sinon, ça a tourné dans ma tête. J'ai dit oui, oui. Et je te vois là-bas. C'est comme cela qu'elle me l'a dit. Et non, je suis déjà là-bas. Et mon directeur spirituel, le curé de Tanda, m'a dit, Père Angelo, m'a dit que m'avait parlé de ça, donc j'ai postulé. Ok, vas-y, continue. Je l'ai pris comme je dirais plus ou moins un 3e signe. Le premier, c'est ce que je ressentais sans savoir précisément où j'allais être. Et le second, mon directeur spirituel qui me dit, il me voit dans une congrégation précisément chez les Salésiens. Et la sœur Marie-Claude Soyer qui me le dit, va chez les Salésiens. Donc, je me suis abandonné et c'est de là que j'ai frappé à la porte et ils m'ont ouvert la porte. Frère Marc Auguste, c'est très très intéressant. Au fur et à mesure, nous sommes en train de lever un peu le voile sur votre témoignage vocationnel. Oui. Alors, dites-nous maintenant, une fois entré chez les Salésiens, comment s'est déroulé le parcours de formation? Et nous rappelons surtout que vous n'êtes pas prêtre, mais plutôt Salésien coadjuteur. Très bien. Voilà. Qu'on appelle aussi Salésien frère. Frère, voilà. Très bien. Merci bien, M. Christian. Et en fait, quand j'ai postulé, c'était, comme je le disais, l'année académique 2005-2006, la dernière année du BTS. Okay. Ça dure 2 ans. Donc, j'étais à la maison, je venais fréquemment saluer. Et entre-temps, comme je disais, le père Ekoulou Didier était stagiaire. Et le chargé de la pastorale d'alors, le chargé des vocations, était le père Maurice Gouédé. Voilà, que je salue parce qu'il m'a beaucoup guidé, beaucoup guidé.
Entre-temps, le père Tim, dont j'avais eu le contact, il était en voyage. Quand il est revenu, j'ai essayé de le contacter. Et c'est lui qui m'a dit, on a échangé, je disais que je faisais le BTS et à la fin, je devais faire un stage et en vue de soutenir le BTS, tout et tout. Et c'était compliqué dans notre temps d'avoir un stage, ne serait-ce qu'un stage pour pouvoir valider le BTS. Et il m'a dit, tu as fait quoi? Il dit, gestion commerciale, où il y a la comptabilité, il y a le marketing et autres là. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas chez nous? Parce que Abidjan, c'était la maison provinciale des Salésiens d'alors. La province d'alors qu'on appelle AFO, Afrique francophone occidentale. Et lui, il était le responsable du bureau de développement chargé des gestions des projets de la province. Et donc, conception, gestion, évaluation des projets. Donc, il m'a dit, pourquoi tu ne le fais pas chez nous? J'ai trouvé ça, il dit, oh, que le Seigneur m'a ouvert une porte. Parce que c'était vraiment une grosse épine. Je ne savais pas où j'allais trouver un lieu de stage. Et c'est là que j'ai intégré la boîte. Et chemin faisant, j'ai fait une expérience parce qu'à Abidjan, on a un foyer pour les enfants en difficulté qui dorment dans la rue et autres, dont on les recueille, tout et tout. Donc, j'ai fait l'expérience comme animateur. Et avec le directeur, on m'a dit de la communauté, OK, tu viens, tu restes là toute l'année. Et puis, tu fais le stage à la maison provinciale en vue de soutenir ton BTS. Donc, c'est ce que je fis de 2006 à 2007. Donc, j'ai fait toute l'année. Et ça a été une très belle expérience avec le père Didier Clou, qui était en sa deuxième année de stage. Et quand j'ai fini cette expérience, c'est là que j'ai fait la demande pour rentrer maintenant au pré-noviciat. Et on m'a envoyé le provincial d'alors, le père Manolo Jiménez, et m'a envoyé à Parakou. Parce qu'on avait 3 maisons pour le postulat. Et là-bas, j'ai fait l'expérience. Et c'est là-bas que j'ai découvert la vocation de coadjuteur. Oui. Dites-nous, voilà. On a bien envie de savoir ça. Bon, donc, le salésien coadjuteur, je dirais, c'est comme on appelle le salésien frère, hein, puisque notre congrégation a les deux branches, le clerc et le frère. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, il y avait, dans la communauté, il y avait deux stagiaires. Un qui était, comme on l'appelle, notre assistant, le père Amaglo Samuel, qui est actuellement à Rome, professeur de théologie. Et le second qui était coadjuteur de la Guinée-Conakry, Jean Massaré. Et son style de vie, un peu joyeux, voilà, il animait la table. Il dit, oh Seigneur, donne-moi cette qualité-là. Donc ça m'accrochait. Et c'est lui qui nous a présenté la vocation de coadjuteur, de frère et autres. Donc je tombais de nu et c'est de là que j'ai choisi. Ça a commencé, j'ai dit, OK, je suis en train de réfléchir. Et après, j'ai demandé au directeur qui était là et j'ai dit, moi, je veux être coadjuteur. C'était bizarre, je ne connaissais pas de façon complète, non, cette vocation, parce que c'est le prêtre qu'on connaît. Et il m'a dit, OK, je t'encourage là-dessus, donc tu peux faire la demande. Et arrivé au noviciat, tu vas continuer à mûrir. Voilà. Et c'est ainsi que je suis rentré au noviciat, ayant fait la demande pour devenir coadjuteur. C'est-à-dire frère. OK. Voilà. Mais frère Marc-Auguste, dites-nous, est-ce que, à part vous, ou bien avant vous, est-ce qu'il y avait eu déjà des Salésiens frères, des Salésiens coadjuteurs de la Côte d'Ivoire? Malheureusement, jusqu'à présent, je suis l'unique. Waouh! Malheureusement, et j'espère que des portes vont s'ouvrir. Amen. Voilà. Mais il est vrai même que les Salésiens de Don Bosco, de façon générale, Ivoiriens ne sont pas nombreux. Voilà. Donc, c'est maintenant que ça commence encore, je dirais, ça commence à pousser. Voilà. Donc, sinon, je suis le 8e Salésien ivoirien. Voilà. Donc, c'était... Jusqu'à présent, je suis l'unique. Voilà. Et j'avoue, quand je suis arrivé au noviciat et autres, les pressions étaient fortes. Voilà. Externe, tu vas faire quoi avec coadjuteur? Ça, c'est seconde, mais c'est une seconde vocation à la baisse. Tu fais quoi avec cela? Mais moi, à l'intérieur, je ne sentais aucune pression. Voilà. C'était plus les pressions externes. Famille, amis qui ne comprenaient pas. Et peut-être ceux qui comprenaient voyaient cela au rabais. Voilà. Donc, c'était une vocation un peu humiliante. Faire le prêtre en même temps. Si je peux me permettre une anecdote. Oui, voilà. Quand j'ai fini le postulat, je suis allé en famille d'abord, avant de venir au noviciat. Et à une de mes cousines, et c'est elle qui nous a lavé. Donc, elle est comme une sorte de seconde maman. Et elle n'est pas là à l'école. Donc, je lui ai dit que moi, je veux des frères. Et elle me dit, ah, c'est bien alors. Je tombais de nuit, quoi. Parce qu'elle ne connaît rien de toutes ces choses-là. Ah, c'est bien. Donc, je tombais de nuit, j'étais heureux. Et puis, elle me dit, ah, donc tu veux te marier alors?
J'ai dit non. J'ai dit non. Elle dit, aïe, faut faire prêtre alors. Donc, j'ai éclaté de rire et c'est resté dans ma tête. Voilà, un peu, pour cette petite anecdote, il faut dire que c'était pas connu. Et moi aussi, j'ai fait un choix dont je ne maîtrisais pas réellement le contour. Voilà. Mais les pressions ont continué. Et fort heureusement, dans la prière, la méditation, il n'y avait pas de pression interne. Donc, ce qui a fait que j'ai continué, à la fin, j'ai professé comme salésien coadjuteur. Ben, est-ce que dans la formation est différente, que ce soit en étant salésien clerc ou en étant salésien frère? Ok. Donc, le curriculum de formation chez les salésiens, nous avons une base unique. Voilà. Donc, nous faisons le postulat ensemble, le noviciat ensemble, et après ce qu'on appelle le post-noviciat ensemble, qui est l'étape que, si on peut employer le terme, peut-être de façon générale, l'étape de philosophat, où on étudie les sciences humaines et philosophiques. Voilà. Donc, ce qui dure 3 ans. Et donc, nous faisons le même parcours, et je l'ai fait à Lomé. Et moi, j'ai fini, et dans notre temps, on faisait les 2 années qu'on appelle le DUG de philosophie, et en 3e année, soit on faisait les sciences de l'éducation ou la philosophie. Et moi, j'avais choisi de faire les sciences de l'éducation pour la raison pour laquelle est que, la raison du moins est que les 2 premières années, j'ai fait beaucoup de cours de philosophie, j'ai acquis, je dirais, une base. Mais les matières de sciences de l'éducation n'étaient pas assez développées durant les 2 premières années et je voulais avoir plus d'outils parce que notre vocation étant, notre charisme étant les jeunes, autres, donc étant appelé à être éducateur, j'ai pensé que c'était encore bon. Et c'est là que je me suis dirigé là-bas. Et donc, c'était le même parcours. Et c'est après, et le stage aussi, c'est le même parcours. Et après le stage, on fait ce qu'on appelle la formation spécifique. C'est là qu'on se sépare. Voilà. Ceux qui veulent devenir prêtres vont faire la théologie pour les 4 ans. Ceux qui ont choisi d'être coadjuteurs frères vont faire 2 années de théologie. Voilà, donc qu'on appelle les sciences religieuses. Et après ça, ils font la profession perpétuelle. Et quand ils finissent la profession perpétuelle, ils vont faire ce qu'ils appellent la spécialisation. Voilà. Donc moi, comme parcours, après le noviciat, le post-noviciat, comme je l'ai dit, j'ai fini la licence en sciences de l'éducation. Et on m'a laissé en paroisse, à Gbenyedi, à la paroisse Maria Auxiliadora. Voilà. Et quand le provincial me l'a envoyé, il m'a dit bon, les charges que j'avais. Et c'est bizarre, je retourne un peu sur ce que j'avais dit à l'un de mes grands frères, celui qui avait fait la communication, mon nom absolu concernant la communication. Mais ça m'a rattrapé. Voilà, donc pour les stages, on m'envoie à Gbenyedi, le curé d'alors, le père Ferdinand Ziggy, qui était le responsable de la délégation de la communication dans notre province. Donc, on m'a dit d'aller le seconder, question de pouvoir gérer tout ce qui est site web. C'est comme ça. Et dans le temps, je continue les études à l'Institut de Moscou, de faire le master en sciences de l'éducation, qui est un master professionnel pour la gestion des projets éducatifs. Donc, ce qui a fait qu'au lieu de 2 ans, j'ai fait 3 années de stage. Question de boucler aussi ce master. Et après cela, je suis allé à Yaoundé pour les 2 années de théologie, les sciences religieuses, où j'ai fini avec la licence en sciences religieuses et la profession perpétuelle en 2017. Voilà, c'est un peu ça. Parlez-nous un peu de la profession perpétuelle. Comment vous êtes senti, où cela s'est déroulé et quelles ont été les impressions de la famille et de votre entourage? Ok. Bon, ce que je pourrais dire à la fin, c'est que la famille me disait, quand j'étais à la porte de la profession perpétuelle, donc tu es sérieux avec ton affaire des frères là. Tu ne veux pas devenir prêtre. Voilà. Et moi j'ai toujours dit, le frère, ce n'est pas le nom prêtre. C'est quand tu ne veux pas devenir quelque chose que tu prends l'autre et c'est dangereux. Je décide d'être frère pas parce que je ne veux pas être prêtre. Voilà. Donc j'aime jouer, c'est un jeu de mots mais c'est important pour nous. Voilà. Donc j'ai dit que je me sens à l'aise là-dedans. C'est pourquoi j'ai choisi. Et donc la profession perpétuelle, par chance, c'est faite chez moi au village, à Tanda. Voilà. Et les Salésiens d'Abidjan, en tout cas de la Côte d'Ivoire et d'autres lieux, d'autres pays ont convergé tous à Tanda. Et ça a été une très belle fête. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de congrégation masculine. Donc, avoir une profession perpétuelle
Et là-bas, c'était quelque chose aussi qui sortait un peu de l'ordinaire. Et on n'avait pas d'évêque à l'époque. Donc, l'administrateur diocésain qui était là, c'était le premier le premier prêtre du moins du diocèse, Ok. qui connaît très bien mon papa. Et qui disait, waouh, que s'il ne se trompe pas, il semble que je suis le premier frère originaire du diocèse. Bon, ça a vérifié parce que je ne maîtrise pas tous les religieux qui sont sortis, non, de cette congrégation, de ce diocèse. Voilà. Mais le fait de faire la profession perpétuelle en tant que salésien frère dans le diocèse a été significatif. Et ça a été très beau. Très beau. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de trop profiter parce que 8 jours après, je devais partir pour les études. Et c'était pour quelle étude? Voilà. Donc, ce qui m'a rattrapé. Ah, donc ça c'est le réel coup du marteau. Ok, voilà. Donc, donc quand j'ai terminé, et maintenant le provincial là, m'a demandé d'aller à Rome pour les études en communication. Ouais. Voilà. Ce que j'ai refusé il y a C'est ça. plusieurs années. Voilà, Voilà, cela me me rattrape. rattrape. Voilà, donc ça me rattrape. Et, bon, parce qu'ils ont dit qu'ils voyaient en moi quelqu'un qui aimait plus la communication ou bien qui était un peu plus idoine. Et donc, j'y suis allé. Et j'ai fini la formation très récemment, après 8 années, Ok. voilà, avec le doctorat, et je suis retourné. Bien, frère Marc-Auguste Cambiré, salésien de Don Bosco, C'est- nous partageons avec vous votre témoignage de vocation Mhm. qui, ma foi, vont beaucoup édifier nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous êtes chargé de la pastorale universitaire à Don Bosco, Lomé. Mhm. Parlez-nous un peu de vos missions là-bas. Ok, voilà. Donc, je suis revenu à Lomé après 10 ans. Parce que j'ai quitté Lomé en 2015. Donc, je reviens en 2025, précisément en septembre. Et cette fois-ci, après avoir terminé et la formation initiale et aussi la spécialisation. Donc, quand je suis rentré, j'ai intégré notre philosophat, comme on pourrait le dire, qu'on appelle post-noviciat à Lomé, en tant que formateur. Et puis, enseignant à l'Institut supérieur de Moscou et chargé de la pastorale universitaire. Donc, voilà un peu les 3 missions qui me sont assignées. Et donc, au niveau de l'Institut, j'essaie de coordonner au moins toutes les activités para-académiques. Voilà, soit au niveau spirituel, avec les récollections, les messes, les adorations, qu'au niveau, je dirais, et ludique et autre chose, non, en termes de jeux, la semaine culturelle, en tout cas, tout ce qui tombe dans le cadre du para-académique, c'est le chargé de la pastorale universelle qui s'en occupe. Voilà, donc c'est une belle expérience que je suis en train de mener avec les étudiants, le corps administratif et les enseignants. Voilà. Alors, frère Marc-Auguste, Oui. qu'est-ce qui vous pousse toujours à aller de l'avant, à se dire que c'est toujours une réelle fierté d'être salésien de Don Bosco? Voilà, je dirais dans le tumulte ou bien avec les pressions qu'il y avait, les interrogations peut-être qui pourraient naître, salésien quoi, c'est quoi, est-ce que ça vaut la peine, tout et tout. Une chose était fondamentale pour moi, et ce que je ne cesse de le dire, j'étais convaincu d'être salésien de Don Bosco. Être salésien de Don Bosco, ça c'était la conviction. Et je l'ai encore, je suis très heureux de l'être. Et pour moi, c'est une belle vocation parce qu'elle me permet de pouvoir annoncer et aussi d'accueillir Jésus à travers ces jeunes. Voilà. Donc, je suis très à l'aise dedans et c'est ce qui fait que je ne fais que donner ce que j'ai et ce que je suis. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Et vivre pleinement la vocation salésienne, c'est ma prière chaque jour. Ma prière chaque jour. Et que le Seigneur m'aide à pouvoir la vivre. Amen. Bon, nous tendons peut-être vers la fin de cette émission, mais nous allons encore vous poser 2 ou 3 petites questions. Et si vous devez résumer votre vocation, votre parcours vocationnel en un seul mot, ce serait lequel? Grâce. Et pourquoi? Le Seigneur a fait grâce dans ma vie. Et quand je relis tout le parcours, semé d'embûches et beaucoup de joie, et je vois les personnes que le Seigneur a mises sur mon chemin comme formateur ou compagnon de formation et autres, ce sont des,
c'est la grâce qui ressort là. Et on se rend compte qu'on n'est pas des personnes dignes, et nous ne sommes pas à la hauteur sans qu'il y ait cette grâce-là. Voilà. Et c'était ce que j'avais choisi comme parole et texte qui m'accompagnait pour la profession perpétuelle. Le Seigneur nous a appelés à une sainte vocation, non par mérite, mais par pure grâce. Voilà. Et donc, quand je relis ce parcours-là, ce que je suis, ce que je pourrais être, je ne sais pas, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, une toute question également, Mhm. c'est de savoir aujourd'hui que vous êtes docteur en communication, vous êtes également religieuse salésien de Don Bosco. On sait qu'avec Don Bosco, c'est les jeunes, Si, c'est si. l'éducation, c'est la joie et tout ça. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce monde actuel avec les défis des jeunes et la communication ensemble? Que pouvez-vous dire? Ah, c'est une grosse question, hein? Bon, peut-être que je vais un peu déphaser. On a l'habitude peut-être de voir un peu l'actualité sur le côté sombre et autres. Et je me dis que le monde aujourd'hui a ses caractéristiques, Ouais. comme celui d'hier a les siens. Mais on a tendance, lorsqu'on prend de l'âge, à voir peut-être le monde dans lequel on a grandi il y a quelques années meilleur que celui d'aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Et on a tendance à voir peut-être une certaine base. Bon, je ne suis pas un peu trop dans cette logique. Je voudrais le prendre tel qu'il est. Donc, ce monde aujourd'hui, avec la jeunesse que je pourrais dire d'aujourd'hui, a ses caractéristiques et ses forces et ses limites. Donc, il faut comprendre ce monde-là et puis essayer de pouvoir accompagner cette jeunesse-là. Voilà. Peut-être que nous avons grandi. Notre époque, il y avait moins peut-être de spontanéité, de franchise envers peut-être l'adulte et autres. Il y avait une certaine réserve. Aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. Ils sont plus expressifs et autres. Donc ça, c'est une grâce. Et il faut savoir l'accompagner. Et par rapport à cela, j'ai une des phrases de notre fondateur, Saint Jean Bosco, et qui me marque beaucoup. Il dit, dans le jeune, il faut toujours chercher le point positif. Et c'est à partir de ce point positif qu'il faut fonder l'éducation, l'accompagnement de ces jeunes. Donc, il ne faut pas partir des défauts, mais il faut partir d'une qualité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le regard que je pourrais porter sur le monde avec la question de la communication, parce que la jeunesse est beaucoup ouverte à ça. Et cette technologie, ils sont nés dedans. Et on se surprend de voir les nièces de 2 ans qui savent déjà manipuler la télécommande et autres, allumer la télé, éteindre, même changer les chaînes, tout et tout. On se dit, waouh, nous, on n'a pas grandi dans cela. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais il faut les accompagner de telle manière à savoir que ce sont des moyens et non une fin en soi. Voilà. Donc, chercher le positif dans cette jeunesse-là, dans cette jeunesse du moins, et puis à partir de là, fonder l'accompagnement, fonder l'éducation. Voilà. Donc, c'est un peu ce que moi je pourrais dire par rapport à la question. Voilà. Merci quand même de nous avoir édifiés. Frère Marc-Auguste, peut-être dites-nous un plat de chez vous que vous aimez très bien. Oh, parmi les plusieurs plats. Oui, parmi plusieurs plats. Bon, ce qui va de soi, c'est la tiki. Bon, on a D'accord. été biberonné avec, donc c'est ce qui va de soi. Très bien. Donc, vous allez adresser un message à tous ces jeunes qui hésitent toujours à se frayer un chemin, surtout pour essayer de prendre la bonne décision à la suite du Christ. Ok. Donc, merci, M. Christian. Et ce que je pourrais dire à cette jeunesse ou à ces jeunes qui sont en train de réfléchir, de discerner sur leur avenir, c'est d'avoir le courage de décider. Et pour avoir le courage de décider, il faut avoir le courage d'écouter. Voilà, écouter son cœur, écouter son environnement. Quand je dis environnement, les personnes qu'il y a autour, les circonstances qu'il y a autour. C'est à travers cette écoute attentive-là qu'on réussit à déceler ce que nous sommes appelés à être. Et lorsqu'on a réussi à déceler cela, on prend le courage de devenir. Voilà, donc écouter et décider. Voilà, c'est ce que je pourrais leur dire et que personne sur cette terre est inutile. Nous sommes tous utiles, mais personne n'est indispensable. Et personne n'est nul. Chaque jeune a une potentialité qu'il ou elle pourra mettre
au service de la société, au service du monde, au service de leur environnement proche. Donc, il faut écouter son environnement, il faut s'écouter et puis prendre la décision juste. Voilà. Merci beaucoup, frère. Vos messages sont très touchants, très profonds surtout. Wow. Et merci d'avoir répondu favorable à notre invitation et d'avoir partagé cet instant avec nous. Bien de choses à toute la famille salésienne. Hein. D'accord. Merci, M. Christian. Merci à la SMA TV qui m'a fait l'honneur de venir sur le plateau et de raconter, je dirais, mes bizarreries. Merci, ce fut vraiment un grand honneur et j'espère n'être pas sorti du cadre et d'avoir dit quelque chose qui puisse aider cette jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. La jeunesse doit croire en elle. Elle est remplie de potentialités. Ça, c'est ma conviction. D'accord. Wow. Merci. Merci beaucoup, frère. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés au terme de Sentier de vocation pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec le frère Marc-Auguste Cambiré, salésien, frère de Don Bosco. Il est chargé de la pastorale à l'université Don Bosco de Lomé. Il est également formateur à la maison Don Bosco Poste Noviciat. Et rendez-vous pour un très prochain numéro de Sentier de vocation. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici.